Le jour où j'ai compris que prendre du recul pouvait aussi être une forme d'amour, j'étais debout dans ma cuisine. Rien de dramatique ne s'était produit, pas de dispute, pas de voix élevée, pas de porte claquée. Juste le silence. Ce genre de silence qui n'arrive pas d'un coup, mais lentement, discrètement, si discrètement qu'on ne le remarque pas tout de suite. Je tenais mon téléphone dans la main, je le tenais depuis longtemps, trop longtemps. Je n'attendais pas une urgence, je n'attendais pas une mauvaise nouvelle. J'attendais simplement. J'attendais que l'un de mes enfants m'appelle. Pas parce qu'il avait besoin de quelque chose, pas parce que quelque chose n'allait pas. Juste pour entendre ma voix. Je me disais que c'était normal. Ils avaient leur propre vie maintenant, leurs habitudes, leurs responsabilités. C'est à ça que mène une bonne éducation, non? Des enfants qui n'ont plus besoin de vous de la même façon. Mais ce matin-là, quelque chose était différent, plus lourd. J'ai regardé l'heure, puis je l'ai regardée encore, comme si l'horloge pouvait changer la vérité. Il n'avait pas appelé, pas aujourd'hui, pas hier, pas depuis un moment. Et pour la première fois, au lieu de ressentir de l'inquiétude ou de la tristesse, j'ai ressenti de la fatigue. Fatiguée d'espérer, fatiguée de trouver des excuses au silence, fatiguée de faire semblant que l'absence ne faisait pas mal. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où j'aidais aux devoirs, où je servais des repas chauds, où nous rions, où nous nous disputions, où nous parlions de la vie. Maintenant, il n'y avait plus que moi, une chaise, une tasse, un matin silencieux. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais osé penser auparavant. Peut-être que l'amour n'était plus une question de s'accrocher. Peut-être que l'amour, c'était savoir quand prendre du recul. Et cette pensée m'a fait peur, parce que prendre du recul ressemblait trop à lâcher prise. J'avais passé toute ma vie à faire l'inverse, rester proche, être présente, être disponible. J'étais le genre de mère qui répond toujours, qui écoute toujours, qui est toujours là. Quand mes enfants étaient petits, ils avaient besoin de moi pour tout. Quand ils sont devenus adolescents, ils avaient besoin de moi autrement, moins ouvertement, plus silencieusement. Et maintenant, ils avaient encore moins besoin de moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais trop aimé, si j'étais restée trop proche trop longtemps. Mais personne ne vous apprend comment arrêter d'être nécessaire. Personne ne vous apprend comment desserrer l'étreinte sans briser votre propre cœur. Ce matin-là, le silence était plus fort que n'importe quelle dispute, parce qu'il n'y avait personne à blâmer, personne à confronter, personne pour expliquer. Juste de l'espace, de la distance et des questions sans réponse. Je me suis levée et j'ai lavé la même tasse 2 fois, pas parce qu'elle était sale, mais parce que mes mains avaient besoin de faire quelque chose. Je me suis rappelé une époque où mon téléphone ne cessait de sonner, quand il m'appelait pour tout raconter, le bon, le mauvais, les petites choses qui ne comptaient pour personne d'autre. À cette époque, il m'arrivait de souhaiter le calme, un moment pour moi, de l'espace. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, le bruit me manquerait autant. C'était le début. Pas de la colère, pas du ressentiment, mais d'une prise de conscience lente que l'amour change et que parfois, la forme la plus douloureuse de l'amour est celle qui vous demande de prendre du recul. Je ne suis pas devenue distante du jour au lendemain, et eux non plus. Cela s'est fait lentement, par de petits moments, inoffensifs en apparence, faciles à ignorer, faciles à excuser. Après leur départ, nous parlions encore souvent. Pas tous les jours, mais assez suffisamment. Ils m'appelaient pour demander mon avis, pour partager leurs inquiétudes, pour me parler de leurs projets. J'étais encore partie de leur monde, j'étais encore visible, encore utile. Quand ils ont fondé leur propre famille, je les ai soutenus, j'ai souri, je les ai encouragés. Je leur ai dit à quel point j'étais fière. Je le pensais, chaque mot. Je voulais qu'ils vivent pleinement, qu'ils aiment profondément, qu'ils construisent quelque chose de solide. Je n'avais jamais voulu être un obstacle. Alors, quand les appels se sont faits plus courts, je n'ai rien dit. Quand les visites se sont faites rares, je n'ai rien dit. Quand les messages ont remplacé les conversations, je n'ai rien dit. Je me disais que j'étais compréhensive, moderne, respectueuse. Mais lentement, silencieusement, j'ai commencé à disparaître. Pas de leur vie, de leurs habitudes. Et je ne l'ai pas compris que le jour où prendre du recul me semblait être la seule façon de continuer à les aimer sans me briser moi-même. Au début,
Je ne voulais pas y croire. Je me disais que c'était une phase, une période normale. La vie avance, les priorités changent. C'est ce que tout le monde dit. Je me répétais ces phrases comme des mantras, pour me rassurer, pour ne pas trop réfléchir. Quand mes enfants ont quitté la maison, le silence était nouveau. Mais il n'était pas douloureux. Il avait même quelque chose de reposant. La maison était calme, trop calme parfois. Mais je me disais que c'était le prix à payer quand on élève des enfants pour qu'ils deviennent indépendants. Je me souvenais de leur chambre, des jouets rangés trop vite, des vêtements oubliés au fond d'un tiroir, des traces de vie qui refusaient de disparaître complètement. Je gardais tout, pas par nostalgie excessive, mais parce que jeter, c'était accepter que quelque chose était vraiment terminé. Au début, ils appelaient souvent, pour me demander comment j'allais, pour me raconter leur journée, pour partager une bonne nouvelle ou une inquiétude. Je reconnaissais leur voix, leur façon de parler, leur silence aussi. Ils disaient « Maman, tu as une minute ?» Et bien sûr, j'avais toujours une minute, même quand je n'en avais pas. J'écoutais, je conseillais, je rassurais. Je me sentais encore utile, encore nécessaire. Quand ils ont construit leur propre vie, je les ai soutenus sans hésiter. Je voulais être une mère discrète, présente, mais jamais envahissante. Je ne voulais pas devenir ce genre de parent dont on parle avec gêne, celui qu'on évite, celui qui dérange. Alors j'ai appris à attendre, à ne pas appeler trop souvent, à ne pas poser trop de questions. Quand un appel n'arrivait pas, je trouvais une excuse. Ils travaillent, ils sont fatigués, ils ont autre chose à penser. Et c'était vrai, en partie. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Pas brutalement, pas clairement. Les conversations sont devenues plus courtes, moins profondes. Ils me racontaient moins de choses, plus de faits, moins d'émotions. Je sentais que je n'étais plus la première personne à qui ils parlaient quand quelque chose se passait. Et je me suis dit que c'était normal, qu'ils avaient d'autres repères maintenant, d'autres confidences. Je me suis adaptée, comme toujours. Quand ils venaient à la maison, je faisais attention à tout, à ce que je disais, à ce que je demandais. Je ne voulais surtout pas être maladroite ou intrusive. Je souriais beaucoup. Je parlais moins. Je me disais que c'était ça, être une bonne mère à ce stade de la vie, savoir s'effacer doucement. Mais s'effacer, ça ne se fait jamais sans laisser de traces. Un jour, l'un d'eux m'a dit « Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien ». Il voulait me rassurer, je le sais, mais dans ce « tout va bien », j'ai entendu autre chose. J'ai entendu « Ne pose pas trop de questions, ne complique pas les choses, fais-nous confiance ». Alors j'ai arrêté de poser des questions. Je me suis rendu compte que je devenais prudente avec mes propres enfants, prudente avec mes mots, prudente avec mes émotions. Je ne voulais pas être celle qui crée un malaise, je ne voulais pas être un sujet de discussion. Alors je gardais beaucoup de choses pour moi. Le soir, quand la maison était silencieuse, je repensais à quand ils étaient petits, quand ils couraient vers moi dès que j'entrais dans une pièce, quand ils cherchaient mon regard, quand ma présence suffisait à les calmer. À cette époque, je n'avais jamais douté de ma place. Aujourd'hui, je doutais. Pas de leur amour, mais de ma visibilité. Je me demandais quand exactement j'étais passée de maman à quelqu'un qu'on appelle plus tard. Je me disais parfois que c'était peut-être moi, que j'avais trop donné, trop aimé. Mais aimer son enfant n'est jamais une erreur, même quand ça fait mal. Je continuais à faire ce que j'avais toujours fait. Être là, en silence. Et c'est ainsi que la montée du conflit a commencé. Sans cri, sans dispute, juste avec une absence de plus en plus présente. La montée du conflit ne s'est pas faite dans le bruit. Elle s'est installée doucement, comme une fatigue qui revient chaque soir. Au début, ce n'était que des bétails, des petites choses presque invisibles. Un message auquel on répond plus tard, un appel qu'on promet de faire et qu'on oublie. Je ne voulais pas leur en vouloir. Je me disais que j'avais été jeune aussi, que la vie prend toute la place quand on la construit. Mais certains silences ont une façon étrange de rester. Ils s'accrochent, ils laissent une trace. Je me souviens très bien d'un dimanche, un dimanche ordinaire.
Je me suis réveillée tôt, comme toujours. J'ai préparé du café, j'ai regardé par la fenêtre. Avant, les dimanches avaient une autre couleur. Ils étaient remplis de bruit, de passages, de repas improvisés. Ce jour-là, je me suis dit que peut-être ils viendraient ou qu'ils appelleraient. J'ai attendu, sans le dire à personne. L'heure du déjeuner est passée, puis l'après-midi. Le téléphone n'a pas sonné. J'ai ressenti une petite déception. Rien de dramatique, juste un creux. Je me suis dit, ils ont sûrement autre chose de prévu. J'ai commencé à comprendre que j'étais toujours celle qui attendait. Quand je proposais de les voir, les réponses devenaient vagues. On verra, on te tient au courant, pas ce week-end. Jamais un refus clair, mais jamais un vrai oui non plus. Et dans ce flou, je me perdais un peu. Je souriais quand on se voyait. Je posais des questions simples. Comment ça va? Tout se passe bien? Ils répondaient, mais rapidement, comme si les mots devaient être économisés. Je sentais que je n'étais plus l'endroit où l'on dépose ce qui pèse. Un jour, l'un de mes enfants m'a appelé. Je me souviens encore de sa voix, pressée. « Maman, je t'appelle vite fait. » Ces mots m'ont serré le cœur. Vite fait. Avant, on appelait pour rien, pour parler, pour se plaindre, pour rire. Maintenant, on appelait vite fait. J'ai répondu calmement. J'ai écouté. Je n'ai rien demandé de plus. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise, le téléphone à la main. Je n'étais pas triste, j'étais vide. Petit à petit, j'ai commencé à changer, sans m'en rendre compte. Je parlais moins, je proposais moins. Je me disais que c'était mieux ainsi, que je respectais leur espace. Mais au fond, je me faisais plus petite. Je remarquais des choses que je n'avais jamais vues avant. Des décisions prises sans moi, des nouvelles que j'apprenais après coup, parfois par hasard, parfois par quelqu'un d'autre. Je souriais toujours, parce que montrer sa tristesse donne souvent l'impression d'être compliqué. Je ne voulais pas être cette mère-là, celle qui fait culpabiliser. Alors je me taisais. Le plus dur, ce n'était pas l'absence, c'était l'habitude qu'il prenait de cette absence. Il ne remarquait plus quand je ne parlais pas, quand je n'appelais pas. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de douloureux. Quand quelqu'un s'habitue à votre silence, c'est que votre voix comptait moins qu'avant. Un soir, j'ai rangé de vieux papiers, des lettres, des dessins. Je suis tombée sur un mot, écrit par l'un de mes enfants, il y a longtemps. Il disait « Merci d'être toujours là ». J'ai souri, puis mes yeux se sont embués, parce que ce « toujours » n'avait plus le même sens. Je n'avais pas disparu, j'étais encore là, mais autrement. Je continuais à aimer, à penser à eux chaque jour. Eux pensaient à moi de temps en temps. Et cette différence-là commençait à faire mal. La montée du conflit, ce n'est pas une explosion, c'est une accumulation. De petits silences, de phrases non dites, de gestes absents. Et je sentais que quelque chose approchait. Pas une dispute, un basculement. Et à toujours un moment précis. Pas un grand choc, pas une scène violente. Juste un instant simple, où tout devient clair. Pour moi, ce moment est arrivé un soir ordinaire. Je n'avais rien prévu de spécial. La maison était calme. Je venais de finir le dîner. J'ai regardé mon téléphone. Par habitude, je me suis rendu compte que cela faisait plusieurs jours que je ne l'avais plus regardé avec espoir. Avant, chaque vibration me faisait sursauter. Chaque son me donnait l'illusion d'un appel. Ce soir-là, non. Et cette absence d'attente m'a surprise. Je me suis assise sur le canapé. La lumière était douce. La pièce était silencieuse. Je me suis demandé depuis quand j'avais appris à ne plus espérer. J'ai repensé à une phrase qu'on m'avait dite un jour. Tu sais, les enfants ne quittent pas leur mère, ils s'éloignent juste un peu. Mais ce soir-là, je me suis rendu compte que ce « un peu » était devenu beaucoup. Ce n'était plus une distance temporaire, c'était un nouvel équilibre. Et je n'y avais pas été invitée. Je me suis souvenue d'un appel récent, très court. L'un de mes enfants m'avait dit « Maman, tout va bien, ne t'inquiète pas ». Ces mots étaient censés me rassurer, mais ils avaient fait l'inverse. Parce qu'ils fermaient la porte à toute autre question. Ils disaient « Tout est sous contrôle, nous n'avons plus besoin de toi ici ». Et pour la première fois, je l'ai accepté. J'ai compris que je n'étais pas exclue,
J'étais remplacée, pas par une autre personne, mais par une autre façon de vivre. Je n'étais plus le centre, je n'étais plus le repère, et ce constat m'a fait mal, très mal. Je me suis levée. J'ai marché lentement dans la maison. Chaque pièce portait une trace du passé, un souvenir, une voix. Je me suis arrêtée devant une vieille photo. Mes enfants plus jeunes, leurs bras autour de moi. À cette époque, je ne doutais jamais de ma place. Ce soir-là, j'ai pleuré. Pas longtemps, pas bruyamment, des larmes calmes, comme une libération. Je ne pleurais pas leur absence, je pleurais ce que j'avais perdu en moi, cette partie de moi qui se définissait uniquement par le fait d'être nécessaire. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Je ne pouvais plus aimer de la même manière. Pas parce que je les aimais moins, mais parce que continuer ainsi me détruisait doucement. Aimer ne devait pas disparaître. Aimer ne devait pas réduire au silence. Alors ce soir-là, j'ai pris une décision. Silencieuse, intérieure. J'ai décidé de prendre du recul. Pas pour punir, pas pour provoquer une réaction, mais pour me protéger. Je n'ai rien annoncé, je n'ai rien expliqué. J'ai simplement cessé d'être celle qui attend. J'ai arrêté d'appeler en premier, j'ai arrêté de remplir les silences. Ce n'était pas facile. Les premiers jours, j'ai douté. Je me suis demandé si j'étais égoïste, si je faisais une erreur. Mais au fond, je savais que c'était nécessaire. Parce que le point de rupture n'est pas toujours un événement extérieur. Parfois, c'est le moment où l'on se choisit. Après cette décision silencieuse, rien n'a changé immédiatement. Le monde a continué comme avant. Les jours se sont succédés. Mes enfants n'ont pas soudainement appelé plus souvent. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas remarqué mon recul. Et au début, cela m'a fait mal. Je me disais, si je prends du recul et que personne ne le voit, est-ce que j'existais vraiment autant que je le pensais ? Mais avec le temps, j'ai compris autre chose. Prendre du recul n'était pas une stratégie. Ce n'était pas un test. C'était un geste d'amour envers moi-même. J'ai commencé à vivre différemment, très doucement. Je me suis réveillée sans regarder mon téléphone, je prenais mon café en silence, je sortais marcher, je regardais les gens passer. Je me rendais compte que la vie ne se résumait pas à attendre. Au début, le silence me faisait encore peur. Puis, il est devenu familier. Et un jour, il est devenu paisible. Je ne me sentais plus rejetée. Je me sentais libre. Quand mes enfants appelaient, je répondais avec la même douceur. Mais je n'attendais plus. Je n'organisais plus mes journées autour de leur disponibilité. Je ne me sentais plus coupable de vivre pour moi. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Ils ont commencé à sentir ce changement. Pas parce que je leur ai dit, mais parce que je n'étais plus suspendue. Un jour, l'un d'eux m'a dit « Maman, tu vas bien ? Je te trouve différente. » J'ai souri. « Oui, ai-je répondu. Je vais bien. » Et pour la première fois depuis longtemps, c'était entièrement vrai. Je n'avais pas cessé de les aimer. Je les aimais autrement, sans attente, sans peur. J'ai compris que l'amour mature n'est pas bruyant. Il n'exige pas, il ne supplie pas. Il respecte les distances sans s'effacer complètement. Avec le temps, notre relation a trouvé un nouvel équilibre, moins fusionnel, plus honnête. Il m'appelait parfois, parfois non, et je ne mesurais plus mon importance à la fréquence des appels. Je me suis redécouverte, pas seulement comme mère, mais comme femme, avec des pensées, des envies, une vie intérieure. Je n'avais rien perdu, j'avais simplement changé de place. Aujourd'hui, quand je repense au jour où j'ai compris que prendre du recul était un acte d'amour, je ne ressens plus de tristesse, je ressens de la gratitude, parce que cette distance m'a appris quelque chose de précieux. On peut aimer profondément sans se sacrifier. On peut être présent sans disparaître. Et parfois, le plus grand geste d'amour n'est pas de s'accrocher, mais de lâcher doucement. Si tu écoutes cette histoire et que tu te reconnais, sache ceci. Ton silence n'est pas une faute, ton besoin d'espace n'est pas un abandon, et ton amour n'a pas besoin d'être douloureux pour être réel. Quand prendre du recul devenait un acte d'amour, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu. Moi.